Bonjour à tous et bienvenue dans ce second opus de l'émission spéciale sur Tsuyark. Après avoir évoqué les années 80 et 90 de sa filmographie, passons maintenant aux années 2000 et 2010. Donc si vous êtes prêts, on y va. Avant de parler plus longuement de Time and Tide, revenons un peu sur l'expérience américaine de Tsuyark. Alors qu'il finit de réaliser Tristar, le réalisateur part aux États-Unis pour deux productions. La première est Double Team en 1997, la seconde Piège à Hong Kong ou Knock-Off en 1998. Deux films qui ont eu la particularité d'être distribués par le studio Tristar, mais aussi de mettre en scène un certain Jean-Claude Van Damme en rôle principal. Jean-Claude Van Damme, à l'époque, se faisait une spécialité de faire venir des réalisateurs de Hong Kong à Hollywood, à l'image de John Woo avec Chasse à l'homme, mais aussi Ringo Lam avec Risque Maximum, Répliquant et In Hell. Tsuyark est donc le second de la liste, et les relations ne furent pas très bonnes entre l'acteur et le réalisateur. Et pour cause, Jean-Claude, à cette époque-là, il était plutôt du genre à avoir une trace blanche en dessous du nez. Ce qui était évidemment très problématique durant les prises, et surtout, il était un peu ailleurs les trois quarts du temps. Ce qui se ressent d'autant plus sur Piège à Hong Kong où il semble complètement à l'ouest. Il y avait également les directives des studios qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ce que faisait Tsuyark. Au final, cela donne deux films plutôt sympathiques, mais qui ne sont pas forcément phénoménaux. Double Team est plutôt amusant, il rend hommage aux prisonniers et à la fureur du dragon. Le premier par une île où on peut difficilement s'échapper avec des tueurs à gages ou des tueurs d'élite, l'autre pour son final au Colisée, qui rappelle inévitablement le film avec Bruce Lee et Chuck Norris, sauf que là, il y a des distributeurs Coca-Cola pour parer des explosions. D'ailleurs, il est bon de remarquer que Coca-Cola est présent durant les deux films, notamment par des publicités ou des placements de produits assez racoleurs dans l'ensemble, notamment sur Double Team. À cela, Double Team peut aussi compter sur un effet spécial à lui tout seul qui n'est autre que Dennis Rodman qui change au moins 5-6 fois de couleur de cheveux. Piège à Hong Kong est plus intéressant, montrant détruisant des agents de la CIA et le pauvre Jean-Claude au milieu en vendeur de jeans de contrefaçon, à une époque de rétrocession de Hong Kong qui est assez problématique pour les réalisateurs à Hong Kong, et pour cause, beaucoup partiront aux États-Unis dans la peur de voir leurs moyens de moins en moins présents, et au final, Tsuyark fera partie des réalisateurs qui reviendront très très rapidement à Hong Kong après des expériences aux États-Unis qui furent pas terribles, et dans un certain sens, cela nous amène à Time and Tide. Time and Tide sort en 2000, soit 2 ans après Piège à Hong Kong, et c'est l'occasion pour Tsuyark de montrer qu'il en a encore sous le capot. Ainsi, il réutilise des éléments qu'il a pu faire par le passé, mais en les perfectionnant, à l'image de ces fameuses caméras virtuelles qui rentrent directement dans un objet sans passer par une quelconque ouverture, pour entrer directement dans l'objet. Un élément que l'on pouvait déjà voir dans le festin chinois, qu'il a expérimenté encore avec Piège à Hong Kong, et qu'il atomise ici avec Time and Tide, soit 1 an après Fight Club de David Fincher qui faisait exactement la même chose. Ainsi, la séquence du frigo en est la preuve, avec cette explosion complètement figée, où tout est sur arrêt sur image, avec des particules ici, des objets qui volent par là, et le fameux frigo dont ça sert littéralement au point de voir les molécules, des éléments intérieurs, et finalement voir le fameux Nikola Tse à l'intérieur du dit frigo. Tsuyark multipliera ce type de séquence, notamment avec la scène du commissariat qui se termine sur une explosion sous la pluie, mais également avec l'explosion de fin, une scène qu'il reprendra plus ou moins dans la bataille de la montagne du Tigre, avec un effet d'accéléré une fois passé le ralenti. Time and Tide en soi a une histoire particulièrement simple, on suit 2 hommes, l'un est un garde du corps débutant, l'autre un tueur à gages. Le premier a mis enceinte une fille par accident, le second a mis enceinte sa femme. Les deux personnages vont finir par devenir amis alors que tout les oppose, alors qu'ils auraient dû s'entretuer à cause de leur statut respectif, l'un doit traquer l'autre. Finalement, les deux personnages finissent par s'entraider, Nikola Tse se retrouvera à faire accoucher la femme de Wu Bai, et Wu Bai finira par sauver la mise en tuant les différents méchants du film. Les méchants qui ne sont autres que des tueurs étrangers, ce qui, en quelque sorte, ramène Tsuyark à ses productions américaines, en sachant que le héros, incarné par Nikola Tse, donc le garde du corps, est finalement un personnage qui subit,
là où l'autre est un tueur assez confirmé qui finira par abattre la plupart des ennemis qui sont sur son chemin. Donc Time and Tide est un polar explosif et il donne lieu à une trame peut-être simple, mais qui est exécutée de manière efficace et vraiment dynamique. Ce qui en fait un des meilleurs films de Tsui Hark dans les années 2000. Après La Légende de Zoo et Black Mask 2 sortis en 2001 et 2002, Tsui Hark se consacre au projet Seven Swords, une saga de 6 à 7 films initialement, qui devait s'intéresser à chaque film à une arme différente, et finalement il n'en a tiré qu'un seul film. D'une durée initiale de 4 heures, Tsui Hark a coupé suffisamment dans le film pour atteindre une durée convenable de 2h30. Bien que certains fans essayent à tout prix d'avoir une Director's Cut depuis 2005, Tsui Hark a toujours réfuté l'idée d'un Director's Cut et veut toujours laisser le film tel qu'il est actuellement. Le film est adapté de The Seven Swordsmen from Mount de Liang Yu-cheng, publié en 1954. Sur ce film, Tsui Hark voulait être le plus réaliste possible et était particulièrement minutieux sur les couleurs. Ainsi, le blanc caractérise les futures victimes de l'ouverture, accentué par la suite par du rouge sang. L'or symbolise le général, qui est particulièrement vaniteux, et le vert, tout simplement, pour la forêt. En sachant que Tsui Hark voulait tourner la fin en noir et blanc, histoire d'accentuer le côté uni des différents personnages, finalement, il ne l'a pas fait. Toutefois, des teintes monochromes caractérisent les 7 personnages à la fin du film, confirmant la volonté de Tsui Hark de les unir tous. Comme pour The Blade, Tsui Hark a tourné dans des conditions particulièrement difficiles, notamment au Mont Céleste, où il ne faisait que moins 20 degrés, au point que Liu Chia-liang, acteur le plus âgé du tournage et grand pilier de la Shaw Brothers, a dû être redescendu de la montagne pour qu'il voie un médecin. En comparaison, il faisait plus de 50 degrés dans une plaine désertique, où ils ont également tourné. Par manque d'air, les acteurs devaient bouger au ralenti pour ne pas qu'ils s'évanouissent. Le film commence par un début fracassant où on nous apprend que ceux qui pratiquent les arts martiaux sont tout simplement décapités ou exécutés d'une manière ou d'une autre, ce qui entraîne une certaine forme de résistance face à une autorité qui est complètement despotique. Et même si le contexte est totalement différent, comme le pays en question, Tsui Hark réussit à rendre une sorte d'hommage aux 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, qui est un cinéaste qu'il vénère depuis des années et des années. Ainsi, des villageois sont assaillis par une autorité et ils sont sauvés par 7 guerriers qui vont essayer de les sauver d'une manière ou d'une autre. Parmi eux, on retrouve Donnie Yen, la star des films de Wilson Yip, Charlie Young, que Tsui Hark a déjà fait tourner dans The Lovers ou dans La Nuit des Temps, ou encore Léon Lai, qui était le tueur dans Les Anges déchus de Wong Kar-wai. Seven Swords est un magnifique film de Wu Xiapian, avec de magnifiques décors, des combats superbes, des acteurs qui jouent très très bien, et même si l'on ressent quelques coupes à travers le montage final, finalement Seven Swords est un film qui se déguste seul et qui n'avait pas besoin d'autres volets pour caractériser les personnages, leurs armes, ou même tout le contexte. Entre 2005 et 2010, Tsui Hark réalise seulement 3 films. Le premier est Triangle, un film où l'on retrouve 3 braqueurs du dimanche dans une sale affaire de braquage où se retrouvent également entremêlées des histoires d'adultère et un flic corrompu. Un film qui a la particularité d'avoir été réalisé par 3 réalisateurs, Tsui Hark donc, mais également Ringo Lam, le réalisateur de Full Contact, avec qui il avait déjà collaboré sur Double Dragon avec Jackie Chan en 1992, et Johnny To, le réalisateur des Élections, ou de Vengeance avec Johnny Hallyday pour vous donner une autre idée. Un film plutôt intéressant, qui a eu au moins le mérite de varier les styles en fonction des réalisateurs. En 2008, il a réalisé 2 films, le premier Missing, un thriller fantastique, le second All About Woman, une satire sur le patriarcat. Le juge Ti ou Direnji était un homme politique de l'époque Tang et Zhou, connu pour ses capacités de déduction. Il a inspiré des romans qui en ont fait une sorte de Sherlock Holmes, et certains ont été traduits par Robert von Gulik, qui lui-même a écrit des aventures du détective Dee. Alors qu'il préparait sa propre adaptation des romans, Tsui Hark a découvert qu'un réalisateur, Shen Kuo-fu, préparait lui aussi une autre adaptation. Tsui Hark est devenu le réalisateur du film et Shen Kuo-fu est devenu le scénariste.
N'arrivant plus à grand chose à Hong Kong, Tsui Hark décide de se faire financer cette fois-ci par la Chine, et il se retrouve avec un budget particulièrement confortable d'au moins 50 millions de dollars. Détective D, le mystère de la flamme fantôme a été un beau succès, si bien que Tsui Hark est revenu dans la lumière après des années passées à galérer un peu pour monter certains films, dont une adaptation d'Astro Boy, et c'est tout à fait mérité. Même si certains CGI ou images de synthèse ont un peu pris dans la figure, on peut dire que le film est quand même très beau et vachement divertissant. Le film met en scène une sorte de Sherlock Holmes, ce qui fait un peu penser au début de Tsui Hark, puisque son premier film était un wuxia-pian policier, c'est-à-dire The Butterfly Murders, et dans un certain sens, Detective D partage ce même point de vue en étant lui aussi un wuxia-pian à la façon des récits de Conan Doyle. Le premier film mise beaucoup sur la relation tumultueuse entre les deux personnages principaux. D'un côté, le détective D, qui a été pendant des années en prison parce qu'il était contre l'impératrice, et l'impératrice elle-même, qui finit par le libérer pour justement se sauver d'une situation où elle risque de mourir. Le premier est incarné par Andy Lau, que vous connaissez très certainement pour avoir été la taupe dans Infernal Affair d'Andrew Lau. La seconde est Carina Lau, qui a été vue notamment dans Le Marin des Mers de Chine 2. Deux acteurs très bons pour deux personnages fascinants et intéressants, dont la relation fait le sel de la saga Detective D depuis le premier opus donc. En sachant que l'homme qui fait enflammer les gens de l'intérieur n'est autre qu'une version négative de D, puisque lui aussi a été accusé de traîtrise envers l'impératrice et est finalement allé en prison. Donc déjà, le premier Detective D s'impose comme un divertissement de haute volée. Il sera vite rejoint par un second film qui, tout comme le troisième volet qui est sorti ce mercredi, n'est autre qu'une préquelle du premier film. Mais cette fois-ci, Tsui Hark a vu les choses en grand. La première chose est qu'il a fait le film en 3D native. La 3D est un format qu'il cherche à aborder depuis le début des années 2000. Et finalement, il a dû attendre Catching Monkey, qui est un film qu'il a fait uniquement pour tester le format et qui n'est jamais sorti en salle, ni en DVD, ni autrement, et Dragon Gate en 2011, qui était une sorte de revisite, remake de Dragon Inn, qu'il avait lui-même en soi remaké dans les années 90 avec l'Auberge du Dragon, un format qu'il a réutilisé depuis dans La Bataille de la Montagne du Tigre, dans Journey to the West 2 et dans Detective D3 donc. Sauf qu'à la différence des deux autres, Detective D3 a été tourné en HFR 3D, soit, comme je le disais dans l'épisode consacré à Hulk dans l'été américain, du plus de 24 images par seconde. Une innovation technique notable, mais que nous ne verrons pas dans les salles françaises, puisque l'on se contentera seulement de la 3D et du 4DX. Pour revenir à Detective D2, soit La légende du dragon des mers, eh bien c'est du grand spectacle. Voire peut-être plus que le premier volet. Dans ce film, Tsui Hark sont dépassés à peu près toutes les limites possibles, faisant un ensemble de différentes influences pour un résultat, mais alors phénoménal, un divertissement de folie, visuellement encore plus beau que le premier, et honnêtement, on en a plein la rétine. On pense notamment au climax avec cette créature des mers qui n'est pas sans rappeler le Kraken dans Le secret du coffre maudit, soit le deuxième pirate des Caraïbes, ce qui donne une séquence absolument spectaculaire et remplie de suspense. On peut également noter l'influence de l'étrange créature du lac Noir, avec cette créature qui tombe amoureuse d'une courtisane, soit une sorte de The Shape of Water avant l'heure. Casté pour ce film et le suivant, Mark Chao est un détective dit jeune particulièrement convaincant et qui prend largement la relève d'Andy Lau avec saveur. Quant à Carina Lau, elle est toujours aussi impeccable dans le rôle de l'impératrice. La bataille de la montagne du Tigre est une adaptation du roman Twax in the Snowy Mountain de Kubo, publié en 1957. Il a inspiré déjà un film, Taking Tiger Mountains by Strategy de Xitieli, réalisé en 1970, et également un opéra. Un film comme un opéra, dont on peut voir des extraits à travers le film de Tsui Hark. La bataille de la montagne du Tigre est un projet qu'il voulait faire depuis les années 90, mais qu'il n'a pu concrétiser que dans les années 2010, en 3D, avec les moyens de la Chine actuelle. Le récit se dévoile à travers un personnage récent, qui n'est autre que l'un des descendants d'un des personnages du film, qui n'est autre qu'un petit garçon
à l'époque. Le film se situe donc entre 1946 et 2014 et met donc en scène l'ancêtre qui s'est retrouvé dans un conflit entre des soldats chinois et des mercenaires chinois qui se sont fait un plaisir de voler les terres chinoises après l'invasion des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale et bien avant. Tsui Hark passe du présent au passé de manière récurrente, notamment par des effets de transition, comme cette locomotive qui devient subitement un TGV une fois que l'on passe dans le présent, des transitions qui atteignent leur sommet dans le climax. En effet, ce dernier réserve deux fins. L'une est particulièrement banale, la seconde est complètement fantasque et spectaculaire, au point que l'on a honnêtement du mal à y croire, ce qui donne une scène géniale, certes un peu entachée par certains CGI, mais honnêtement d'une folie furieuse absolument géniale. Une scène d'autant plus géniale qu'elle a été tournée assez rapidement, en une seule journée, quelques semaines avant la sortie du film, puisque les producteurs ne voulaient initialement pas l'intégrer au métrage. Sinon, Tsui Hark continue ses expérimentations, notamment avec les explosions, comme il l'a fait sur Time and Tide, ce qui donne plusieurs scènes assez sensationnelles dans le genre. L'assaut dans le village n'est pas sans rappeler celui que l'on retrouve à la fin d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, puisque l'on retrouve là aussi un village assiégé par des ennemis, avec les soldats chinois qui se sont pleinement investis dans le village, et même un sniper qui est dans une tour. À croire que le clin d'œil était plus ou moins évident. On peut également noter les retrouvailles de Tsui Hark avec un tigre des années et des années après Double Team. Enfin, terminons cette spéciale Tsui Hark avec un film inédit en France, bien que quelques projections ont lieu dans des festivals, mais que vous pouvez trouver de manière illégale ou pas du tout sur le net, c'est-à-dire Journey to the West 2. Journey to the West 2 est bien évidemment la suite de Journey to the West, le film de Stephen Chow sorti en 2013 en Chine, mais qui lui non plus n'est pas arrivé en France d'une manière ou d'une autre. Il mettait en scène des chasseurs de démons et la suite part du postulat de la fin du précédent film, c'est-à-dire le moine, le démon porcin, le démon poisson et le roi singe partant à la recherche de démons. Pour on ne sait quelle raison, le casting du précédent film n'a pas été renouvelé. Ainsi, Chris Wu joue le moine, Ling Gengsin joue le porc, Kenny Lin le singe et Menge Batir le poisson. L'actrice Shuki que vous avez très certainement vue dans Le Transporteur est la seule membre du casting initial à rester dans le casting du second opus et elle joue toujours le rôle de la bien-aimée du moine devenu ici une fantôme. La suite est malheureusement moins bonne que le précédent film, qui était un blockbuster à l'image de Stephen Chow, le réalisateur de Shaolin Soccer et de Kung Fu Hustle, c'est-à-dire un humour qui peut basculer du très très drôle au très dramatique, et des moyens considérables pour des scènes phénoménales. Tsui Hark n'a pas non plus le même humour que Stephen Chow, jouant davantage d'un humour cartoonesque comme on a pu le voir dans All the Wrong Clues for the White Solution ou Le Festin chinois. Le récit a du mal à avancer pendant un moment, si bien que l'on se demande où il va aller, mais c'est comme tout. Une fois que la locomotive est lancée, on ne l'arrête plus. Et quand Journey to the West 2 trouve enfin sa voie, il donne lieu à un spectacle absolument génial. Les scènes d'action sont fabuleuses, les CGI sont magnifiques pour la plupart, et honnêtement, on prend un vrai pied devant la plupart des scènes d'action. À l'image du climax, que l'on peut voir comme une sorte d'adaptation de Dragon Ball, où Tsui Hark et Stephen Chow se sont dit « Bon tiens, et si on faisait mieux que Dragon Ball Evolution et machin qui ont adapté Dragon Ball avant, en montrant le roi singe en train de se foutre sur la gueule avec des bouddhas géants, avec son fameux bâton et le nuage magique qui va avec. » Et Journey to the West 2 est exactement ça. C'est un peu comme si vous aviez l'adaptation de Dragon Ball en cours de route, et c'est absolument fantastique. Par ailleurs, Stephen Chow et Tsui Hark montrent également qu'ils ont un certain humour, puisque la scène post-générique est une pique à la plupart des blockbusters de notre temps, qui accumulent les scènes post-génériques pour finalement pas souvent grand-chose. Là, cette dernière le confirme avec des videurs de cinéma qui ne sont autres que Stephen Chow et Tsui Hark, qui virent la plupart des spectateurs qui désirent voir une scène post-générique, qu'ils ne verront finalement pas parce que les videurs les dégagent de la salle,
Alors que finalement, la scène post-générique, c'est celle que l'on est en train de voir justement. Un discours méta plutôt amusant et qui permet au film de finir en beauté. Voilà pour cette spéciale Tsoyark en 2 volets. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que ces vidéos vous ont donné envie de regarder les films de Tsoyark. N'hésitez pas par la même occasion à réagir sur des films qui ont été chroniqués, mais également sur ceux dont je ne suis pas revenu plus dessus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.